Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près un événement diplomatique vraiment important. C'est la signature, il y a quelques jours à peine à Washington, d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo, la RDC, et le Rwanda. Oui, un accord très attendu. Et pour en parler, on s'appuie sur plusieurs sources. On a les comptes rendus de la conférence de presse de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, Mhm. une déclaration aussi de son homologue rwandais, et puis bien sûr le texte officiel de l'accord lui-même. Exactement. L'idée, c'est de décortiquer ensemble les points clés, de voir ce qui pourrait être différent cette fois par rapport aux tentatives passées. Et puis comprendre les enjeux pour toute la région des Grands Lacs, c'est crucial. Tout à fait. Alors cet accord, donc signé le 27 juin 2025 à Washington, en présence, et c'est notable, des États-Unis, du Qatar, de l'Union africaine. On le présente comme historique, pour mettre fin à des décennies de conflits. Oui, historique, le mot est fort. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le cœur de l'accord, il repose sur un engagement mutuel, un engagement clé. D'un côté, la RDC s'engage à neutraliser le groupe armé FDLR, des rebelles hutu-rwandais présents à l'est du Congo depuis très longtemps. Oui, un problème récurrent. Et de l'autre côté, le Rwanda s'engage au désengagement de ses forces, c'est le terme, ou à la levée de ses mesures défensives, en clair, au retrait de ses troupes, les RDF, du territoire congolais. Ramener les soldats à la maison. D'accord. Et le texte insiste beaucoup sur le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale, c'est vraiment martelé. La grande question, bien sûr, c'est comment on s'assure que ça va tenir. On a vu tellement d'accords échouer par le passé. Ah bah oui, c'est la question, le point sensible. Alors, il y a deux éléments nouveaux qui sont mis en avant cette fois. D'abord, l'implication très très forte des États-Unis, comme facilitateur mais aussi comme garant. C'est nouveau à ce niveau-là. Mhm. Garant, c'est important. Oui. Et ensuite, la création de mécanismes de suivi concrets internationaux. Il y a un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, le GCM, entre la RDC et le Rwanda, pour la coordination sur le terrain, disons. Il doit être opérationnel sous 30 jours. Rapide. Très rapide. Et il y a aussi un comité de surveillance conjoint, le CSC. Ça, c'est plus politique, au haut niveau. Il inclut les USA, le Qatar, l'UA. Et son rôle, c'est de surveiller l'application, de régler les différends s'il y en a. D'accord, une double structure de contrôle en quelque sorte, terrain et politique. C'est ça. Et le fait que l'accord soit publié, ça joue aussi sur la transparence, la redevabilité, en théorie. Ces mécanismes donc, c'est la garantie politique. Mais sur le terrain, le retrait, la neutralisation, comment ça doit se passer? L'accord parle du CONOPS. C'est quoi ça? Exactement. Le CONOPS, concept d'opération. C'est le plan technique, si on veut, le mode d'emploi détaillé. Il vient du processus de Luanda, une initiative de médiation précédente, régionale, elle. Ah oui, le processus de Luanda. Voilà. Et ce CONOPS, il définit la séquence des actions. Très important, retrait des troupes rwandaises, neutralisation des FDLR. C'est la feuille de route opérationnelle pour la partie sécurité. D'accord, c'est plus clair. Mais il n'y a pas que les FDLR et l'armée rwandaise, il y a d'autres groupes, je pense au M23 notamment. Qu'est-ce que l'accord dit là-dessus? Et puis, la question économique, souvent au cœur des tensions. Oui, bonne question. Pour le M23, ou l'AFC M23 comme il s'appelle maintenant, l'accord en parle. Il prend acte en fait des négociations qui sont en cours entre la RDC et ce groupe, à Doha, avec le Qatar comme médiateur. Hmm. Et l'accord dit même que la RDC et le Rwanda doivent soutenir ce processus. C'est vu comme complémentaire. Faut régler ça aussi. Donc ce n'est pas oublié, mais c'est traité en parallèle. Voilà. Et sur l'économie, là le message est très très clair. Confirmé par la ministre Wagner dans sa conférence de presse et par le texte. Zéro disposition économique ou minière dans cet accord. Ah oui. C'est surprenant. Oui, mais c'est voulu. La priorité absolue, c'est la paix, la sécurité, restaurer l'autorité de l'État. On parle d'un cadre d'intégration économique régionale, oui, mais ce sera après, Après quoi, oui. après la mise en œuvre des mesures de sécurité, dans les 3 mois qui suivent. Et ça fera l'objet d'un accord séparé. C'est un séquençage. Sécurité d'abord, économie ensuite. Un choix fort, en effet, de découpler les deux vu le rôle des ressources dans la région. Abordons un autre point. Crucial, la justice. Justice pour les victimes, lutte contre l'impunité. Oui, c'est un volet important de l'accord. Et il y a des choses assez nettes. Il rejette explicitement toute amnistie générale si on veut intégrer des ex-combattants dans l'armée ou la police congolaise. C'est non. D'accord.
pas d'amnistie générale. L'intégration, si elle a lieu, ce sera au cas par cas, avec des critères stricts, et ça exclut clairement les coupables de violations graves des droits humains ou du droit international humanitaire. C'est un garde-fou important. Oui. Et l'accord mentionne aussi la protection des civils, l'accès humanitaire, le retour digne des réfugiés et des déplacés. Il y a même une mention spécifique sur l'importance d'inclure la voix des femmes dans la mise en œuvre. C'est noté. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des processus parallèles, comme l'enquête de l'ONU sur les droits humains qui continue. Justement, vous parliez de la ministre Wagner. Face à toute cette histoire, cette méfiance entre les deux pays, on lui a posé la question de la confiance envers le Rwanda. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Eh bien, elle a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur la méfiance passée, mais plutôt sur l'opportunité que crée cet accord. Et surtout, elle revient toujours aux mécanismes de contrôle mis en place. Les fameux mécanismes avec les USA et le Qatar. Exactement. Pour elle, c'est l'engagement américain qui est déterminant, pour maintenir la pression sur tout le monde, pour s'assurer que les engagements sont tenus. L'accent est mis sur la vérification, la redevabilité via ces structures, plus que sur une confiance qui n'existe pas vraiment a priori. Ok, je vois. Donc si on résume, on a un accord RDC-Rwanda très ciblé sur le sécuritaire. C'est retrait rwandais contre neutralisation des FDLR, point clé. C'est ça. Le tout encadré par des mécanismes de suivi internationaux assez nouveaux, avec un rôle central joué par les États-Unis et le Qatar. Oui, un rôle de garant actif. C'est une bonne synthèse, je pense. Sur le papier, cet accord, il semble poser des bases peut-être plus solides que ce qu'on a vu avant. Notamment grâce à cette implication extérieure forte et ces mécanismes de vérification qui sont quand même assez détaillés. Mais, comme toujours. Ben oui, reste l'épreuve du feu, la mise en œuvre sur le terrain. Et c'est là qu'on arrive à la question finale, celle qui reste en suspens pour la réflexion. Est-ce que cette nouvelle architecture diplomatique, avec ce poids accru des États-Unis et du Qatar, est-ce que ça va suffire cette fois pour enfin briser ces cycles de violence, surmonter les intérêts divergents qui ont miné tant d'efforts dans le passé? C'est toute la question. Et au-delà des signatures, des réunions à Washington ou Doha, Quelle sera la première étape concrète sur le terrain? Celle dont des populations locales pourront vraiment sentir les effets bénéfiques. Quand est-ce que ça va changer leur quotidien? Et ces fameux mécanismes de suivi réussiront-ils là où tant d'autres ont échoué? C'est vraiment l'enjeu des mois à venir. Beaucoup d'attentes et beaucoup d'incertitudes encore.